François Hollande, l'expérience de président de la République, vous êtes quelques-uns, président, ex-président vivant, voilà, c'est un club très très fermé. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre les membres de ce club-là? Qu'ils ont vécu des crises. Tout président a vécu une grave crise. Alors ça peut être une crise financière, c'était le cas pour Nicolas Sarkozy. Ça peut être une crise sanitaire, c'était le cas pour Emmanuel Macron. Ça peut être une crise terroriste, c'était ce que j'ai eu. Il est rare qu'un président vive un mandat qui soit tranquille. Donc être président, c'est pas simplement exécuter son programme, c'est important. C'est pas simplement assumer le quotidien ou agir face aux urgences. C'est être capable de surmonter une crise. Et la trace que l'on laisse, elle n'est pas sur est-ce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, sans doute, ou peut-être pas, mais est-ce qu'il a eu la responsabilité d'une crise et qu'il l'a surmontée. Est-ce que vous vous rappelez le moment dans une vie quand même, être président, le moment où on vous dit, vous comprenez que la sortie des urnes, etc., que ce sera vous? La seconde. Oui, lorsque j'apprends que je suis président, je sais depuis déjà plusieurs jours que les enquêtes d'opinion confirment. Il y a un doute, non? Non, il n'y avait pas de doute. Ah, vous étiez sûr? Oui. J'étais sûr parce qu'il n'y avait pas vraiment d'écart trop étroit. Donc j'avais cette préparation psychologique. Ce n'était pas une surprise. Tiens, je suis président ce soir-là. Oui, je veux bien croire, enfin, on dit jusqu'au dernier moment. Bien sûr, il pouvait se passer. On ne sait jamais, tant que les Français n'ont pas voté, qu'est-ce qui peut leur passer ça, à la c'est votre côté monstre froid, pardon. Mais j'avoue que ça me surprend. Vous dites, non, mais beaucoup d'autres, jusqu'à la dernière seconde, tant que ce n'est pas fait. Et vous dites, non, oui, bien sûr, j'avais l'espoir et d'être confirmé par les Français, mais c'était la tendance générale. Même si Nicolas Sarkozy pensait rattraper son retard, il le rattrapait d'ailleurs. Ça s'est joué un peu. Ça s'est joué un peu, comme Mitterrand en 80. Donc, mais voilà, j'étais préparé. Bon. Ensuite, ça va très vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez cette joie et cette fierté qui vous submerge, vous avez tout de suite la responsabilité. Parce que quelques minutes après, j'avais Obama au téléphone, Merkel, et même si j'avais des discours à faire, je savais qu'on allait rentrer dans une période qui était déjà compliquée. La crise de la zone euro, déjà le retour de Poutine. Et donc je savais que le terrorisme, puisque on avait connu dans la campagne un attentat terroriste à Toulouse et à Montauban. Est-ce qu'on ressent une onction? Il y a un mot de Pompidou incroyable, quand il est élu, il dit « Je suis un autre ». Tout à coup, je sens qu'il est plus tout à fait pareil. C'est pas que je suis un autre, c'est que je ne suis plus tout à fait moi, au sens où je ne peux plus avoir cette même liberté de parole, cette liberté de pensée. Et ça c'est très court, le passage entre ce que peut dire un candidat, quelquefois de manière outrancière, exagérée, remarque qu'il peut faire, même un trait d'humour qu'il peut avoir, une attitude, un vêtement. Tout ça change du jour où la fonction s'empare de vous. Donc, sur le moment, vous avez compris que vous ne pouviez pas être tout à fait... Il y a ce lieu commun, on dit président normal. En réalité, vous dites, vous avez tout de suite compris que ce n'est pas normal. Non, ça ne peut pas être tout à fait normal. Ça ne peut pas être tout à fait normal. D'abord, parce que vous ne vivez plus comme précédemment, parce que toute parole engage, parce que vous allez être immédiatement pris par les décisions que vous avez à adopter, ne serait-ce que nommer un Premier ministre. La première décision que prend un président, c'est de nommer un Premier ministre. Il ne faut pas se tromper, parce que quelquefois, on peut en nommer plusieurs. Parfois, il y en a beaucoup à la suite. C'est ça. Donc, ça, c'est les premières décisions. Nommer. Et Mitterrand m'avait fait passer ce message. Chirac me l'avait confirmé. La première responsabilité d'un président, c'est de nommer. Là, vous avez été ému? Oui, là, oui, parce que c'est le premier gouvernement, première personne qu'on appelle, et qui vont former l'équipe de France, quand même. Donc ça compte, oui, bien sûr. Le feu nucléaire, c'est encore plus restreint que les présidents. Parce que le feu nucléaire, combien de personnes vivantes aujourd'hui sur Terre ont eu le doigt sur le bouton nucléaire? Je pense que c'est très peu de gens, parce qu'il y a les 5 grandes puissances nucléaires, celles qui sont ajoutées ensuite, mais c'est quoi? Quelques dizaines de personnes, pas plus. Oui, vivantes. pas plus, oui. Heureusement qu'il n'y en a pas davantage, d'ailleurs. Ça va se gâter. C'est pour ça qu'on fait attention que tel ou tel pays n'accède pas à l'arme. Parce que vaut mieux que ce soit des gens raisonnables qui puissent en décider de l'usage. Oui, alors c'est souvent exagéré, cette pression liée au feu nucléaire. Mais elle est intimement liée
à la responsabilité présidentielle. C'est pour ça que je dis souvent, ne vous trompez pas. Car celle que vous allez désigner, choisir, élire, va pouvoir déclencher ou ne pas déclencher le feu nucléaire. Il y en a qui vous inquiètent, là, dans la série potentielle ? Il peut y en avoir, donc il faut qui vérifier. Vous inquiète ? Non, mais je ne vais pas rentrer là, mais en tout cas, il faut faire attention. Ouais. Parce que si un président vous disait, moi, je n'utiliserai jamais le feu nucléaire, c'est hors de... Je n'ai pas cette conception morale, ça peut exister. Je ne veux pas. Il priverait la France d'un rôle qui s'appelle la dissuasion, d'un rapport de force. Donc, et si un autre vous dit, vous savez, moi, la première menace, pas simplement sur mon territoire, mais sur le continent européen, je frappe, vous devez aussi vous inquiéter. Donc, on l'a reproché à Giscard, rappelez-vous. Giscard avait dit, après le pouvoir, pas pendant, mais après, il avait dit, moi, même si la France a été envahie, je cite de mémoire, même si la France a été envahie, je n'aurais pas actionné le feu nucléaire. C'est pour ça que je vous dis, il faut être prêt à dire non pas que c'est une formule automatique, je suis attaqué, vous avez le feu, mais à rester dans l'ambiguïté, ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, si un ennemi s'en prend à un ami ou s'en prend directement à nos intérêts, avec des armes qui peuvent être conventionnelles dans un premier temps, mais nucléaires dans un second, oui, il faut déclencher. La France envahie, est-ce que vous l'auriez déclenché ? Ah oui, ça c'est le premier principe. La France envahie, c'est le sanctuaire national, donc la réponse est automatique. Mais là, c'est pas le cas de figure le plus évident. La France n'est pas menacée d'être envahie par qui que ce soit. En revanche, la question peut se poser si, par exemple, un pays, puisque Poutine agite quelquefois très régulièrement son arsenal nucléaire pour nous impressionner, s'il utilisait le feu nucléaire sur un pays proche, nous serions amenés à nous poser la question, nous, Français. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui ? Est-ce que le degré général de danger a monté, là, depuis quelques mois ? Non, je pense que ce n'est pas le danger de l'affrontement direct qui est en cause. Je pense que c'est plutôt le test que fait à chaque fois Poutine pour savoir comment nous réagissons. Les drones qu'il envoie, les avions qui survolent, comment ce monde démocratique, cette Europe faiblarde, va réagir. Là encore, vous avez été parmi les plus durs depuis le début, c'est-à-dire que d'autres ont tenté un dialogue avec Poutine, à tort ou à raison, à chacun juge, mais vous non, vous avez été toujours en fait assez adversaire de ce régime-là. Moi j'ai compris peut-être plus que d'autres, parce que je ne le connaissais pas du tout, Poutine, qu'il était dans une démarche offensive. Alors, pas offensive pour intervenir militairement, mais dans une démarche où il allait chercher à porter d'éventuels coups à ce que nous représentons. Il était dans une revanche. C'est ce que j'ai perçu chez lui. Une double revanche. Une revanche parce qu'il avait été, à un moment, pas écarté, mais en tout cas mis dans une position qui n'était pas celle qu'il voulait. Il était Premier ministre. Mais c'est vrai que Premier ministre en Russie, c'est pas, pas la même chose. Surtout dans son cas. Oui. Et il était dans la revanche parce que ça, il l'avait depuis longtemps à l'esprit. L'Union soviétique s'est effondrée, la Russie a été humiliée, la Russie a été diminuée. Eh bien, le temps est venu de la reconquête. Est-ce que vous vous rappelez, enfin bien sûr que vous vous rappelez, mais à quel moment vous avez senti le moment où vraiment vous êtes détenteur du feu nucléaire ? Non, je n'ai pas été dans cette situation. Il était initié, il y a un moment... Oui, vous voulez dire à quel moment ? Oui, pas dans la situation de poser la question. Mais pas du tout dans l'entretien que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy, où souvent on croit qu'il y a une sorte de passation de témoins. De témoins, de code, ou je ne sais quel fantasme. Non, là... Avec Nicolas Sarkozy, nous avons parlé, c'était les otages qui nous avaient retenus, parce qu'il y en avait encore. Mais ensuite, j'ai été formé non pas à l'usage, mais à la procédure. Car il y a une procédure. Et donc ça se passe dans le bunker de l'Élysée. Tout président qui accède à cette fonction donc, a cette information. Comment ça se passe si on devait déclencher le feu nucléaire ? Je ne veux surtout pas vous sextorquer. Je ne dirais pas des secrets, mais est-ce qu'à ce moment-là, dans la procédure, on comprend que la décision ultime sera solitaire ? Oui, elle est... seul, le président peut déclencher, mais il n'est pas solitaire. C'est pour ça que je fais cette nuance. Il est conseillé. Oui, il y a toute une chaîne. Heureusement, d'ailleurs. Imaginez qu'un président perde un moment ses esprits ou soit pris par je ne sais quel vertige. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Ça veut dire que quelqu'un peut le contredire ? Oui, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne. Oui, heureusement. Heureusement.
Après qu'il a pris la décision, Non, quelqu'un peut lui dire oui, et ça se fait pas du jour, ça se fait pas à l'heure près. Heureusement, il y a quand même toute une procédure. Et puis de toute façon, il y a toute une procédure en amont parce qu'on ne déclenche pas le feu nucléaire comme ça. Il y a donc une menace, une tension, une élévation du conflit qui pourrait éventuellement justifier. Il y a quand même vous avez vu les films, qui fleurissent en ce moment, où il y a des scénarios plus resserrés, c'est-à-dire le missile qui arrive, et il faut il y a 20 minutes, 15 minutes. On se pose la question, est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est pas une attaque? Vous y avez pensé, oui, bien sûr. Mais forcément, on y pense. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est quels sont les dommages qui sont là? Quelle est la réponse que nous donne l'éventuel adversaire? Enfin, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était conscient, vous? C'est-à-dire, quand on est président de la République, on sait qu'il y a quelque part dans l'océan, caché, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin qui peut tirer sur votre ordre et tuer 80 millions de personnes. Oui, ça peut pas être cette cible-là et cette ampleur-là, mais là, au moment où nous parlons, il y a des marins français qui sont dans le sous-marin. Ils vont passer plusieurs semaines au fond de l'océan. Nul ne sait où ils sont. Eux-mêmes l'ignorent peut-être. Ils vont passer donc une partie de leur vie sans savoir, ou plus exactement pour nous protéger. Et nous, sans savoir où ils sont. Même si, heureusement, la marine sait où ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir le sens du sacrifice pour accepter cet engagement. Et donc, si là, aujourd'hui, je disais, vous savez, finalement, l'arme nucléaire, tout ça, ça fait partie de la panoplie. Mais non. Eux, ils savent que leur mission, c'est de faire que cette arme nucléaire soit crédible. Pour qu'elle soit crédible, il faut qu'il y ait des sous-marins. Pour qu'il y ait des sous-marins, il faut qu'il y ait des marins qui passent partie de leur vie dans la mer, sous la mer, pour nous protéger. Là aussi, hommage. Est-ce qu'il y a une marge d'inconnu aujourd'hui? On vivait dans l'idée. Moi, je me rappelle au début de la guerre d'Ukraine, beaucoup disaient c'est tout simple, une guerre en Europe, c'est ou rien ou l'arme atomique. Donc, il n'y a pas de danger. Au fond, enfin, il n'y a pas de danger. La dissuasion nous protège. Et tout à coup, on comprend que c'est plus compliqué, qu'il peut y avoir une guerre conventionnelle qui tourne mal. Comme vous le dites, que Poutine peut tenter une opération contre les pays baltes. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, là, il y a une incertitude? Oui, il y a plusieurs scénarios qui doivent être écrits. D'ailleurs, les chefs d'état-major sont là pour les établir, ces scénarios. Ils en parlent. On parlait de conflits de haute intensité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait dans la stratégie de défense et la sanctuarisation que le nucléaire nous offrait et la solidarité à l'égard éventuellement de nos alliés dans le cadre de l'Alliance Atlantique, et les opérations extérieures qui supposaient, comme je l'ai évoqué pour le Mali, des militaires très professionnels qui pouvaient agir. Aujourd'hui, il faut des effectifs un peu plus conséquents. Et il faut surtout une coordination européenne, parce que si on veut faire un conflit, ou si un conflit s'ouvre de haute intensité, conventionnelle, on ne va pas le faire seul. Est-ce qu'il y a un code nucléaire? Il y a l'anecdote magnifique de De Gaulle, je ne sais pas si elle est vraie, qu'il y avait le code, à l'époque il y avait un code, il l'avait mis dans le petit médaillon avec sa fille qu'il aimait tellement, Anne, la fille trisomique. Et que pour lui, il y avait les deux choses les plus importantes, c'était ça, c'était sa fille et le code nucléaire. Est-ce qu'il y a un code encore aujourd'hui? Non. Donc, je veux croire à cette histoire, parce qu'elle est belle. Mais il n'y a pas de code. Il n'y a plus de code, en tout cas. Mais il y a toujours des enfants, ce qu'on peut mettre dans son médaillon. Mais il n'y a pas de code. Ce que je disais, il y a une procédure. Mais vous imaginez, aujourd'hui, je mets le code sur mon portable, et si mon portable est volé, non, tout ça, c'est... La reconnaissance, c'est vrai, c'est-à-dire que pour être sûr, en dernière ligne, c'est le président qui parle et pas quelqu'un d'autre. Il y a ces systèmes de reconnaissance. Oui, tout ça est organisé. Ne vous inquiétez de rien. C'est les autres qui doivent s'inquiéter, pas vous. Les autres, précisément... Au fond, il y a deux hypothèses sur Poutine. L'hypothèse, entre guillemets, rassurante, du type malin, qui a su reculer parfois, il a été parfois ficelé, ou côté aventurier, c'est-à-dire qui est capable de tout, avec la Russie, ça traîne aussi beaucoup de fantasmes. C'est là d'où est venu 1917, peut-être beaucoup de choses sont venues de Russie. Qu'est-ce qui domine chez vous? Non, il n'est pas un aventurier au sens où il va faire n'importe quoi. Ce qu'il fait, il le fait avec cynisme, avec détermination, c'est-à-dire avancer, nous tester. Nous sommes hésitants, il avance, nous sommes durs, il recule ou il arrête. Donc c'est plutôt l'esprit policier, ex-KGB. C'est-à-dire, je vais jusqu'où je peux aller. Regardez comment il fait avec Trump. C'est-à-dire,
il a fait mine de pouvoir parler. Trump a pensé qu'il pouvait lui donner 15 jours. Aujourd'hui, on doit être à 3 mois, 4 mois. Et pendant cela, il grignote, il grignote, il grignote. Et le jour où il aura grignoté suffisamment, où il pensera qu'il a le Donbass à peu près sous la main, là, il ira voir Trump et il fera la négociation. Vous dites ça, et en même temps, chef d'état-major des armées, ministre, et off, ils le disent encore plus. Ils disent il faut se préparer à une guerre dans 3 ou 4 ans. Mais c'est leur rôle. Oui, mais où ils y croient ou ils y croient pas. Ils y croient ou ils y croient pas. Non, je pense que leur rôle, c'est de dire on ne peut pas sous-estimer telle ou telle menace. Et donc, s'ils ne le faisaient pas, ils seraient, à mon avis, mais vous savez comment, coupables. hors caméra aussi, il y a une espèce de musique chez les alors, dirigeants actuels, à tort ou à raison, hein, personne ne peut... mais qui dit nous allons vers une guerre, en gros. En tout cas, il faut se préparer, comme dit la formule, il faut se préparer, mais je ne pense pas que ce soit l'hypothèse... Le ton a changé. Pendant la guerre froide, on n'entendait jamais Mitterrand ou Thatcher dire « Attention, regardez, dans 3 ou 4 ans ». Oui, il fallait être toujours prêt, ça c'était sûr, c'était la base, mais il n'y avait pas cette idée, il faut se préparer, et ça va venir, et c'est peut-être dans 3 ou 4 ans. Il ne faut jamais penser que la guerre est inéluctable, parce qu'elle se produit à ce moment-là. Hein, si vous pensez qu'elle est inéluctable, elle arrive. Bon. Le monstre de la guerre. Donc ce qu'il faut, c'est montrer que s'il devait y avoir par un adversaire le déclarement d'une opération, il y aurait la riposte. Ça, c'est la condition de la dissuasion. La dissuasion, ce n'est pas simplement du faible au fort par l'arme nucléaire, c'est la dissuasion du fort au fort. Il faut être fort. Et c'est tout ce que Poutine regarde. Est-ce que vous êtes fort? C'est ce que Trump regarde. On revient à ça. Fort. Fort. Est-ce que vous vous sentiez destiné de président? Non, la vie est faite à la fois de volonté. J'avais la volonté d'aller le plus loin possible dans la responsabilité politique. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Vous croyez au destin? Je crois aux circonstances. Oui, il y a des circonstances qui font qu'à un moment, vous êtes la personne qui va correspondre. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Mais j'avais la volonté. Il y avait des parts de hasard. Si Strauss-Kahn n'avait pas disparu... Oui, j'ai regretté qu'il ne soit pas finalement dans le jeu, parce que j'avais la conviction que je l'aurais sans doute battu dans la primaire. Vous avez pensé que vous auriez gagné à la Loyale? Bien sûr. C'est fou. Vous étiez sûr d'être allé... Vous pensiez avant le résultat que ça allait, et puis vous pensiez même que vous allez gagner la primaire. Oui, parce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes porté. Mais vous êtes d'une immodestie parfaite, François. Non, bravo. je suis d'un réalisme. Il y a des moments où vous sentez que vous n'êtes pas du tout porté. Parce qu'on peut être aussi lucide. Il y a des moments où c'est l'opinion qui se saisit de vous, qui vous emmène là où vous aviez peut-être déjà décidé d'aller, mais qui va vous emporter avec elle. Eh bien, il y a des moments où elle est totalement rétive. Ça, il faut en convenir. La chance, vous avez été chanceux. Il y a des moments où vous êtes moins chanceux, on y viendra après. Oui, le mandat n'a pas été particulièrement marqué par la chance. Oui, mais au début, il y a un côté Hollande, le chanceux. Au fond, voilà, ça s'est fait comme ça, tac, tac, tac. Vous êtes premier secrétaire. Oui, je pense qu'il y a une période où la gauche, parce qu'elle était forte à l'époque, était dans une position qui était très favorable. Aussi parce que le mandat de Nicolas Sarkozy était heurté, parce que c'était difficile, il y avait la crise financière, parce que je gagne, et c'est vrai pour toutes les élections, je gagne sans doute par mes mérites personnels, mais je gagne aussi parce qu'il y a un rejet du président sortant. C'était vrai pour Mitterrand par rapport à Giscard. Donc là, il y avait une circonstance qui était de toute façon favorable. Je me rappelle, sauf erreur, quelle est votre année de naissance? 54. 54. Donc en 65, vous avez 11 ans. Et vous voyez, c'est le choc Mitterrand, première élection, Mitterrand contre où se trouve Mitterrand et De Gaulle. Et ça vous a impressionné? Oui, c'est la première fois qu'on voyait des personnalités politiques qui n'étaient pas le général De Gaulle. On voyait que De Gaulle à la télévision. Arrive Mitterrand. Et Mitterrand, pas à son meilleur. Un Mitterrand qui clignait des yeux, un Mitterrand qui parlait un langage un peu abscon pour le jeune que j'étais, mais qui avait la force de caractère. À l'époque, vous êtes de gauche? Bon, j'ai 10 ans, 11 ans, un peu tôt. Pardon, un peu tôt. Mais je me dis, mais quel est ce personnage-là qui va mettre en ballottage le général de Gaulle? Donc, là, vous avez envie, vous dites, je me verrai bien. Là, je me suis dit, je vais travailler la question quand même, parce que je trouve qu'il y avait chez lui une volonté, qui se sentait quelque chose, alors qu'il avait été attaqué, touché par des épreuves, observatoires. C'était 2 ans après. Donc, il y avait cette force intérieure qui se disait, et ça, je l'ai gardé à l'esprit, il y a un destin. Vous croyez à la providence? Je crois au destin. Vous n'êtes pas croyant, en Dieu? Non, mais... du tout. J'ai été élevé dans l'éducation religieuse, il doit en rester quelque chose. On doit toujours penser que le ciel existe quand même. Éducation, collège religieux. Oui. La messe?
La messe, oui. La communion. Bien sûr. La communion, tout. La J'ai fait confession. tout. Vous alliez à confesse? Bien sûr. Waouh, qu'est-ce que vous disiez à confesse? La vérité. François Hollande, ne me moquez pas de moi. Si, à cet âge, je pouvais dire la vérité. Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste de cette Si, il en reste éducation-là? une spiritualité, toujours. On ne peut pas sortir de son éducation. Qu'elle soit laïque, c'est légitime, et qu'elle soit religieuse, parce que on est marqué par cet espoir qu'il y a une vie meilleure. Alors, elle doit être d'abord sur terre, mais on peut toujours se dire que si elle n'y parvenons pas, il y aura bien une justice divine. Il y a une archive fantastique de Marchais, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Chancel, je ne me prends pas pour Jacques Chancel, lui dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il dit « Mais oui, vous savez, entre nous les communistes et les croyants, il y a... » Oui, mais là, ça, c'était très politicien, parce que c'était à l'époque où les communistes et les catholiques voulaient faire le compromis historique. Donc, il y avait ça. Ouais. Pour le Toujours reste, le côté un peu manœuvrier. Hein, je pense, oui, quand même. Comme Mitterrand, vous avez eu accès à des mondes assez différents. Vous avez, sauf erreur, une mère plutôt de gauche et un père très à droite. Algérie française, très à droite. Eh bien, je les remercie et l'un et l'autre. Non pas parce que je me serais construit contre mon père, mais par ses excès ou par ses positions, il m'a obligé à aller chercher de quoi le contredire, de quoi comprendre pourquoi il en était arrivé là. Et ma mère, elle éprouvait une compassion, une solidarité, parce qu'elle était assistante sociale dans une usine, qui m'a aussi ouvert les yeux sur ce qu'était la réalité de la condition ouvrière. Donc, je suis très reconnaissant à l'égard de mes parents. Ils débattaient ensemble ? Ils débattaient et ils ne s'entendaient pas bien. Et c'est pour ça qu'on m'a dit « Mais pourquoi vous avez le sens de la synthèse ?» J'avais le sens de la synthèse dès ma famille, parce qu'il fallait à un moment recomposer tout ça. Lui, ORL, médecin ORL ? Oui. À droite, à quel point ? À droite, au point de voter Tissier-Villancourt en 1965. Ah oui, donc pétainiste, quoi, post-pétainiste. Il n'était pas pétainiste, il avait fait la résistance, mais il était... Avocat de Pétain, il a été l'avocat de Pétain, souverain. Tissier-Villancourt, oui, bien sûr. Mais il était anti-gaulliste. Pourquoi il était anti-gaulliste ? Non pas parce qu'il n'aimait pas le général de Gaulle, mais parce qu'il considérait... L'Algérie française, que le général de Gaulle, après je vous ai compris... un peu entourloupé, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, mais c'est notre histoire. Donc il était anti-gaulliste jusqu'au point d'aller jusque-là. Il soutenait l'OAS ? Non. Non. Enfin, je suis plus lancé parce qu'un jour, dans un livre qui avait été écrit, j'ai appris que mon père, mais bien plus tard, il était médecin, mon père, et était allé soigner le père de Philippe de Villiers dans la prison de Rouen, qui avait donc fait le soutien à l'OAS. Est-ce qu'on garde quelque chose de ça, une forme d'ouverture ? Mitterrand avait des côtés nationalistes, il y avait incontestablement des côtés socialistes et puis une patte en même temps très à droite. Hein. C'est vrai chez vous ? Non, moi, j'ai pas du tout été impressionné par... Intéressé, oui. Ouais. Je me suis intéressé à l'extrême droite avant même qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. À la maison. Oui, je sais ce que c'est que l'extrême droite. J'ai compris comme ces mécanismes. Mon père était un pessimiste avéré. Pourquoi ? Si noir, vous dites toujours ça de votre père, une vision de la vie, une vision déclin. J'avais des sentiments très, très forts à l'égard de mon père. Mais je n'arrivais jamais à le convaincre que le monde n'allait pas s'écrouler. Lui, son obsession, c'est que ça ne pouvait pas durer. Ça, c'est un trait caractéristique de l'extrême droite. C'est-à-dire que le monde est dangereux, le monde va s'écrouler, et donc il faut se replier. C'est le côté réac. On pense toujours que c'était mieux avant. Non, on se replie, on s'enferme, et ça va passer. Et pour rester sur des sentiments personnels, mon père est mort dans la crise sanitaire, durant la crise sanitaire. Et... il pensait, lui aussi, que là, le monde allait s'écrouler. Donc il s'est dit, voilà, j'avais donc raison. Ben non, le monde ne s'est pas écroulé. Qu'est-ce que vous lui disiez à ce moment-là ? Je lui dis que c'était faux, qu'on allait s'en sortir, mais peut-être sa propre fin devait correspondre à la fin du monde. Il y a toujours l'idée que c'est pas possible de disparaître sans que les autres vous suivent. Si, les autres ne vous suivent pas, la vie continue. Donc c'était ça, l'idée que ce monde-là, qui était un monde qu'il ne maîtrisez plus, parce que c'est aussi ça, la peur. La peur, c'est de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Donc, et donc d'avoir le réflexe de la rétraction. Il est mort du Covid ? Du Covid, oui. Comme beaucoup sont morts avec, disons, la difficulté respiratoire que ça supposait ? Oui, à un moment, il était hospitalisé, et puis, il était dans un EHPAD et il n'a pas pu un jour s'en sortir. Vous étiez là ? J'étais hélas confiné, et je n'ai pas pu voir mon père. Et c'était très douloureux. C'est le sort de beaucoup de gens qui ont effectivement été coupés. Coupés. Je l'ai vu jusqu'au moment où c'était possible. Je suis une fois une exception, une dérogation. Puis ensuite, je n'ai pas pu le voir. Donc j'ai été appelé. C'est très brutal.
C'est pas que les gens sont inhumains, mais ils étaient confrontés à la mort tout le temps. Donc j'étais appelé, on dit votre père est mort. La dernière chose qui vous est dite, c'était quoi? Que le monde allait s'écrouler. Ouais. Ouais. Alors que votre mère, c'est l'optimisme. Alors ma mère était tout le contraire. Regardez. La joie de vivre. Même si elle en a vécu aussi des épreuves, elle voyait par son métier beaucoup de malheurs, mais la vie l'emportait. Le rire de ma mère, j'aurai toujours le sourire de ma mère en mémoire. Elle était joyeuse et elle faisait partager sa joie. C'est aussi ça. Et les gens aimaient ma mère, beaucoup ma mère. C'est une marque de fabrique, hein. Oui. Et chez elle, et chez vous. Oui, j'espère. J'espère avoir gardé ça d'elle, c'est-à-dire de faire partager sa confiance. Quel souvenir vous gardez d'elle? Ces souvenirs de rire, vous dites? Ouais. Quel moment? De fêtes familiales. Mon père n'aimait pas les fêtes familiales, elle les adorait. Donc les cousins, les cousines, et puis les chansons, voilà, ça c'était ma mère. Hein. Et une beauté qui était liée à sa joie. La joie rend beau. Elle est morte du cancer, je crois. Elle est morte du cancer. Là, pour quelqu'un comme vous, vous respirez l'amour de la vie, hein, ce face-à-face avec la mort, comment ça a été? Quand c'est la mort des autres, bon, elle vous touche, forcément, puisque vous êtes là et vous devez protéger. Hein, ou protéger, ou livrer votre compassion. Le président de la République, il est celui qui va partager le deuil, hein, qui va donner, c'est le sens des cérémonies d'ailleurs, qui va donner un sens au malheur qui frappe des familles ou des soldats, des familles de soldats. Et puis la mort, après, c'est celle qui vous concerne. Et ça, c'est une autre relation. Ouais. Et vous verrez, c'est à partir d'un certain âge que cette question se pose. Ouais. Il y a un mot de mon passant qui dit, à un moment donné, où on voit la mort derrière chaque talus, chaque route en voiture, etc. Voilà, on voit toujours ça. Vous y êtes, vous? Non, pour l'instant, je arrive à circuler à peu près sans me poser cette question. Non, je me dis, mais le chemin va bientôt trouver sa destination. Donc, essayons d'utiliser... C'est ça, penser à la mort, c'est d'abord penser à la vie. Utilisons toutes les secondes, toutes les secondes qui nous sont données pour bien utiliser la vie à bon escient. Il y a le mot, hein, aimer la vie et la vie vous aimera. Oui. On a l'impression que ça vous va très bien. Vous aimez chaque minute de la vie. Hein. C'est vrai aussi pour les gens. Pour être aimé, il faut être aimable. C'est une expression que j'aime beaucoup. Gisbert, qui est un formidable fauve observateur, il vous décrit, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une page, mangeant un gâteau au chocolat. Et il dit, ça c'est le Hollande jouisseur. Hein, gourmand. Il dit, vous en avez partout, vous êtes mis de gâteau au chocolat partout. Et... oui, la gourmandise, c'est pas simplement la gourmandise gastronomique, c'est la gourmandise de la vie. De tout. Il faut aimer le rapport aux autres, aimer l'instant, le partage. Dimension de cela. Je me rappelle Roland Dumas, qui vous connaissait bien. Vous avez débuté. Et il était très impressionné. Il connaissait un bout en séduction. Et il disait, Hollande plaît. Et il vous a vu arriver, vous aviez quoi, 20 ans, 25 ans? Oui, 25 ans. Et il dit, François Hollande plaît. Il plaît vraiment parce qu'il est gai, il est joyeux, il est chanceux. Il y a une espèce de... Voilà. Et vous plaisiez beaucoup, disait-il. Oui, lui, c'était un grand séducteur. Mais on n'avait pas la même méthode. En tout cas, lui était tout en intelligence, subtilité, silence. Et moi, je ne suis pas du tout sur le mode de la retenue. Hein. Donc, mais il y avait oui, je pense que si je me suis engagé en politique, c'est quand même pour plaire, pour séduire, au sens le plus simple possible. On disait Mitterrand peut séduire une chaise. Oui, ça, convaincre, au sens de convaincre, pas au sens de capter, pas dans le sens de dominer. Non, convaincre. Il y a toujours, et chaque fois que quelqu'un vous parle, il y a une chance encore. Je dis souvent, le pire dans la relation politique, c'est quand les gens ne vous parlent plus. Il y a eu la chance, et puis il y a eu la malchance. Il y a ce moment où votre mandat s'enraye. On a tous en mémoire autant, alors évidemment, tout à fait hors norme ce qui s'est passé en 2015, mais l'allocution où vous renoncez. Hein, et vous rappelez Giscard, il y a le au revoir. Voilà. Et vous, il n'y a pas ça, mais il y a ce moment où vous sortez du champ. D'ailleurs, certaines chaînes de télé, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça, un peu pour vous respecter, ont coupé ce moment-là. C'est-à-dire, vous faites votre... et puis après, elles enlèvent le moment où vous sortez du champ. Parce que le moment où vous sortez du champ...
Je ne me suis pas vu sortir du champ. Mais c'était une des interventions les plus difficiles à faire, quand même. Est-ce que vous regrettez? Je regrette de l'avoir fait à ce moment-là. Vous regrettez d'être parti? Oui. D'avoir jeté l'éponge? Non, d'avoir annoncé que j'allais prendre une décision au mois de décembre. Non, mais pourquoi diable vous avez jeté l'éponge? Mais pourquoi au mois de décembre? Il fallait dire que c'était au mois de mars. Pourquoi vous n'avez pas combattu? Oui, et au mois de mars. Alors, ça, c'est autre chose. Il y a les socialistes à ce moment-là qui voulaient faire une primaire, il y avait Macron. Oui, mais attendez, c'est en contradiction avec tout ce que vous avez dit. Le reste, vous disiez, je suis battu, j'ai cru. Et là, on a l'impression que vous n'y croyez plus. Non, là, il y avait beaucoup de forces contraires. Et donc, j'avais pas toutes les informations. Et je m'en suis voulu de ne pas les... Dont Emmanuel Macron. Oui, qui s'était autoproclamé avant. Oui. Quand même. Et que j'ai trouvé que ça, c'était quand même un élément qui perturbait le jeu. Quand même. Il vous a trahi? Oui, au sens où ça n'était pas ce qui était convenu quand même. Quand vous nommez un collaborateur, c'est pas pour qu'il vous prenne votre place, même si la trahison fait toujours partie de la vie politique. C'est pour ça que je suis on pas... le voit aujourd'hui. Quand vous voyez Édouard Philippe qui lui recommande de partir en avance, ce sont des traîtres? En tout cas, ils font ce que Emmanuel Macron a pu faire à d'autres, donc c'est une répétition. Mais il y a une revanche, il y a un petit sentiment de revanche chez vous? Moi, non. Jamais. Vous avez droit. Non, parce que ça n'a plus d'intérêt. Il ne sera pas candidat, c'est la fin. Mais vous pouvez l'être. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais lui, je ne suis pas dans une idée, il faut que je lave ma trahison, la trahison de mon successeur. Enfin, il vous a eu, vous connaissez le mot, De Gaulle adorait le mot, le supplice du pâle, qui commence si bien, qui finit si mal. Mais ça fait partie de la vie, le fait que quelqu'un, à un moment, cherche à vous prendre la place. De Gaulle vivait très mal que Pompidou ait pu se déclarer avant même que lui-même ait à renoncer ou à démissionner ou à finir son mandat. Donc ça fait partie de la vie. Donc je pense que le plus douloureux, c'est pas la trahison des personnes, ça fait partie du jeu, c'est la trahison des idées, de pas être dans la cohérence. François Hollande, vous avez quoi, 10 ans, 11 ans. 11 ans, vous faites un bon lapsus. Vous allez recommencer, vous allez y aller. Mais non, non, je ne vais surtout pas me projeter ainsi. Je comprends bien votre interrogation. Regardez, je vous regarde, vous êtes florissant, vous êtes en forme. Non, mais est-ce que vous avez envie de redevenir président de la République? Comme je vous l'ai dit... Vous fuyez, regardez, ça ne sert à rien de regarder là. Il n'y a pas une vraie bibliothèque. Non, mais pour qu'il y ait... On a envie de revenir, bien sûr. Pour qu'il y ait un retour ou une annonce de candidature, il ne faut pas simplement une volonté, je vous l'ai dit, il faut des circonstances. Oui. Voilà, pour les créer, les circonstances. Non, c'est pas vrai. Elles sont là. C'est elles qui vont, à un moment, faire que votre volonté puisse devenir un acte. La chance peut revenir? La chance, il faut la saisir quand elle passe. Vous y êtes prêt? Si elle est là. Mais elle peut ne pas être là. Et la vie n'est pas qu'une affaire de chance. La vie est aussi une affaire de conviction. Moi, je ne suis pas dans une démarche personnelle. Merci François Hollande. Merci à vous. La gaieté, allez, dernier mot là-dessus. J'étais frappé quand vous décriviez vos années de lycée, vous disiez j'aurais voulu que ça dure encore plus parce que c'est en je crois qu'il y avait Clavier d'ailleurs dans votre lycée. Vous n'êtes pas dans la même classe, mais voilà. Oui, mais je me suis dit ça dans toutes les étapes de ma vie. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, oui. Sauf à l'Élysée. Eh ben, ça reviendra peut-être. Merci beaucoup François Hollande. À bientôt. Merci.